Pierre-Yves Maillard, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors, vous êtes aujourd'hui président de l'Union syndicale suisse et conseiller national socialiste. Vous avez été auparavant conseiller d'État vaudois en charge notamment de la santé. Vous êtes évidemment une figure politique bien connue en Suisse, pas besoin de vous présenter plus que cela. Mais au fond, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui est l'homme derrière le politicien ? Quelqu'un d'assez banal, au fond. Je suis... voilà, je commence à dépasser la cinquantaine, j'ai 53 ans, donc je suis né à la fin des années 60. J'ai connu l'enfance dans les années 70 et 80, qui étaient des années encore, disons, qui laissent un souvenir positif, enfin heureux, même si j'étais dans une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais comme beaucoup. Et puis sinon, je me suis marié, j'ai 2 enfants, et je suis amateur de foot. Et puis aussi, je suis heureux d'avoir pu recommencer à lire. Donc j'ai une vie assez simple et assez comparable à, je pense, beaucoup de monde dans cette région de l'Ouest lausannois. Et quelles sont vos références littéraires, alors peut-être J'ai beaucoup aimé, évidemment, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont pu y avoir accès, la littérature du 19e siècle. C'était vraiment avec cette littérature-là que je me suis formé à l'école, grâce à l'école. C'est-à-dire Zola, Flaubert, Balzac. Ces auteurs-là, je les ai lus, puis je les ai enseignés comme prof. Et puis maintenant, je suis en train de lire depuis que j'ai recommencé à lire, après le Conseil d'État. Je m'intéresse beaucoup aux grands romans américains. Donc j'ai lu c'était pas un roman d'ailleurs, mais un grand bouquin qui fait un peu le portrait de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est un livre de M. Packer, qui fait une vingtaine de portraits de vie, comme ça, sur les 30 dernières années, 20 dernières années. Et puis là, je lis La montagne sucrée, La montagne en sucre de, je ne sais plus l'auteur, mais enfin, c'est une belle fresque aussi des débuts de l'Amérique au XXe siècle. Donc voilà, c'est la phase dans laquelle je suis. Et puis cet attrait pour le socialisme, pour la cause ouvrière, la cause des employés, des salariés, elle vous a toujours été présente. Elle a toujours été présente chez vous ou elle est née, comment elle est-elle née? Elle est née à la fin de la scolarité, justement par ses lectures. C'est assez précis, c'est la lecture de Germinal qui m'a vraiment ouvert les yeux, disons, sur un certain nombre de choses. J'étais un enfant tout à fait apolitique, mais la lecture de ce roman a fait résonner chez moi quelques constats, quelques expériences, pas tellement personnelles, parce que moi, je n'ai pas vécu du tout dans les conditions que décrit Zola dans ce roman, mais c'est surtout mes parents, mes grands-parents, c'est les récits des générations avant moi qui racontaient leur vie. Et disons, là, on voit vraiment à quel point il y a un système qui cantonne, comme ça, qui relègue une partie de la population dans des vies qui ne peuvent pas s'épanouir normalement et qui ne peuvent pas s'épanouir autant qu'elles le pourraient si on leur donnait la possibilité, notamment l'accès à l'éducation. C'était très frappant pour moi de voir que j'étais le premier de ma génération, enfin le premier dans l'histoire de la famille, avec quelques autres parmi mes sœurs, mes cousins, cousines. Enfin, on était la première génération dans ce milieu social et dans l'histoire de ces familles, tant du côté de mon père que de ma mère, qui vraiment accédaient aux études. Alors que du côté de mes parents, de mes grands-parents, le niveau de conscience, d'intelligence était tout à fait équivalent au nôtre. Donc, ce n'était pas du tout une question d'incapacité ou de désintérêt, c'était simplement une injustice sociale. Et ça m'a vraiment montré qu'il y avait un combat à mener pour cette justice sociale. Donc à partir de là, à partir de ce constat-là, j'ai attendu d'avoir 18 ans, puis je me suis inscrit au PS, parce que je voulais pas seulement changer les choses, mais de manière forte, mais je voulais surtout pouvoir être concret, enfin pouvoir faire des choses dans l'environnement qui était le mien. J'espère évidemment que le monde s'améliore, mais j'ai assez vite compris qu'il faut déjà faire ce qu'on peut autour de soi. Et vous avez choisi le Parti socialiste plutôt que le Parti communiste ou les autres partis plus à gauche encore dans le spectre politique ? Oui, pour cette raison-là, parce que
j'ai très vite pris la mesure, mais aussi, je pense, par mon histoire personnelle, que il ne s'agit pas simplement de témoigner que le monde est mauvais, d'attendre le moment où tout bascule, mais faire des choses autour de soi, enfin dans la sphère d'influence où on peut espérer faire bouger des choses. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut s'engager, surtout quand on a la chance de vivre dans une démocratie, il faut vraiment en profiter. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent ou qui accusent le Parti socialiste de s'être un peu embourgeoisé. On parle de la gauche caviar. Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Oui, c'est évidemment un risque. Je ne dis pas qu'on y échappe toujours, que le Parti socialiste y a toujours échappé, mais c'est surtout, disons, dangereux ou un risque quand ça débouche sur des changements de doctrine, de position. Le fait d'avoir des gens aisés, des gens de toute origine sociale qui s'engagent pour la gauche, c'est bien. Il n'y a pas de raison de refuser quelqu'un parce qu'il aurait un mode de vie peut-être moins ouvrier. D'ailleurs, moi, je vis pas que je vis dans une maison. Disons, je vis pas la vie d'un ouvrier qui va tous les matins sur les chantiers. Mais évidemment, je viens de ce milieu, donc je le connais. Ça, c'est important d'avoir au PS des gens qui connaissent cette vie. Je vis à Renan. Autour de moi, il y a le monde ouvrier est partout. Donc ça, c'est important de garder ce lien, de garder ce contact, parce qu'il faut ce contact pour pouvoir continuer à être irrigué par les préoccupations des gens qu'on veut défendre. C'est ça le risque, c'est que si on n'a plus ce contact, quelle que soit la façon qu'on a de vivre, mais si on perd ce contact, au bout d'un moment, ça a une influence sur les idées qu'on défend. Parce que quand même, le fait de vivre dans un biotope finit par aussi vous faire vous concentrer sur un certain nombre de préoccupations et d'en oublier d'autres. Donc c'est ça l'important. Et je crois que le PS en Suisse, globalement, a évité ces principaux risques. Mais par contre, dans certains pays, certaines grandes démocraties européennes, la social-démocratie, effectivement, s'est coupée de cette base ouvrière, de cette base salariée, parce que, voilà, c'est des partis trop centralisés, des partis trop orientés sur la gestion de l'État. Et donc, à force, avec notamment les systèmes de grandes écoles en France, par exemple, ou bien la volonté aussi de se couper des syndicats, qui était très forte chez Schröder et Blair, dans les années 2000, fin des années 90, cette volonté de se couper des syndicats, mais ça veut dire se fabriquer une autre dépendance. Parce que dans ces partis-là, il faut de l'argent. Et s'il n'y a plus ce lien historique avec le mouvement syndical qui soutenait les campagnes, eh ben, ils sont allés chercher du soutien auprès d'autres donateurs, d'autres sponsors, et donc ça a été vers l'entreprise. Et à partir de là, ben, vous avez des liens, vous êtes dans un nouveau biotope, et puis ça influence la politique. Je dirais toujours que Margaret Thatcher a quand même dit, dans sa grande lucidité, même si politiquement je suis en désaccord avec à peu près tout ce qu'elle a fait, mais elle avait au moins une certaine lucidité, elle a dit, quand on lui a demandé quelle était sa plus grande victoire politique, elle a dit Tony Blair et le New Labour. C'était quand même exemplaire pour montrer à quel point, à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a plus de dialectique, il n'y a plus les couches sociales qui sont toutes avec une force politique qui peut accéder au pouvoir. Il y a tout à coup la gauche, dans ces années-là, et dans ces pays, a commencé à servir un autre agenda, un autre programme. Et ça, je crois que... Moi, je me rappelle, j'étais au Parlement fédéral déjà dans ces années-là, entre 1999 et 2004. C'était vraiment le moment du débat d'orientation des mouvements socialistes en Europe. Et ça a failli venir chez nous aussi. En partie aussi d'ailleurs autour de la question européenne, il faut bien le dire. Il faut accepter les libéralisations, il faut accepter les privatisations, il faut accepter une fiscalité indirecte plus lourde parce que c'est le prix. Il faut accepter aussi une certaine dérégulation dans le marché du travail parce que c'est le prix pour l'intégration qui doit être le but absolu. Et moi, je suis pour la coopération et l'intégration européenne, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de reculer sur les conquêtes qu'on a eues. Et ce débat-là, on l'a eu en Suisse, et il a été tranché quand même pour une option plus classique. Et on est resté sur la défense du service public, sur la défense du monde du travail, comme objectif prioritaire. Et je crois que c'était bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait qu'on a gardé une influence dans la vie politique suisse, et qu'on garde ce lien avec le monde ouvrier, même si les modes de vie des uns et des autres sont évidemment
parfois pas ceux du monde ouvrier. Et alors, vous avez fait le choix de revenir au syndicat, au syndicalisme, en étant président de l'Union syndicale suisse. Quel est l'état de vigueur du syndicat peut-être aujourd'hui, alors que justement dans un pays comme la Suisse, peut-être la base ouvrière traditionnelle s'est un peu érodée au profit du secteur tertiaire, des services, etc. Quel est finalement l'état de vigueur du syndicat actuellement et quels sont ses dynamismes et son utilité Alors, aussi? Je commencerai par justement parler de ce que vous avez dit, cette base ouvrière qui s'érode. Pour moi, elle ne s'érode pas, elle se transforme. Mais la base ouvrière, elle est sociologiquement en Suisse, et comme dans la plupart des pays du monde, elle reste dominante en termes numériques, en termes de nombre. Simplement, il faut accepter de compter dans la base ouvrière, dans le monde ouvrier, une employée DMS qui a besoin de son corps pour soigner les malades, les déplacer, les faire se lever, une caissière à la Migros, une vendeuse ou un vendeur. Tous ces métiers de service, ce sont des métiers ouvriers. Alors évidemment, ce n'est pas l'ouvrier comme on l'imagine à l'usine derrière un établi ou derrière une machine, mais on est bien dans un monde ouvrier. C'est des gens qui dépendent d'un salaire pour vivre et dont le corps est nécessaire pour pouvoir fournir les prestations et qui vivent évidemment dans un rapport souvent inéquitable en termes de répartition des ressources, parce qu'ils sont indispensables à la vie en société, mais les salaires qu'ils obtiennent, les chances de développement professionnel qu'ils ont ne sont pas les mêmes que ceux qui, notamment, font des études universitaires ou qui accèdent à des métiers plus qualifiés. On a vu pendant la crise à quel point le monde dépendait de ces gens qui travaillent, qui sont dans le monde ouvrier. Moi, j'ai d'ailleurs dit une fois à quelqu'un qui doutait de l'existence de la classe ouvrière, j'ai dit, viens, je t'emmène. Et puis, en voiture, un soir, on a fait le tour justement de l'Ouest lausannois. Et j'ai dit, voilà, tous ces immeubles sont remplis d'ouvriers, de familles ouvrières. Donc, arrêtez de dire qu'elle a disparu. Et donc, ça, c'est pour dire que c'est vraiment la base sociale que les syndicats, la gauche, doivent continuer à défendre et à décrire parce que l'injustice suprême, ce serait de dire qu'elle n'existe même pas. Et ça, c'est évidemment ce qu'on doit faire. Mais c'est vrai que ça nécessite de redéfinir un peu ce terme. Et puis alors, la question de la vitalité du syndicalisme, c'est une question où il y a deux réponses. La première réponse, c'est que je crois qu'en Suisse, grâce à la démocratie directe, le syndicalisme a politiquement un poids important. On ne gagne pas toujours les votations, mais enfin, on a une capacité, dans un certain nombre de domaines, d'empêcher des reculs. Si on a encore un âge de retraite à 65 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes, alors que dans bien des pays d'Europe, on est déjà monté à 67 ans, c'est grâce au mouvement syndical, parce qu'on est capable de faire des référendums. Si on n'a pas encore baissé le taux de conversion dans le deuxième pilier, c'est grâce au mouvement syndical. Si on évite aussi des dégradations de la loi sur le travail, de la protection des salariés, si on a évité d'abaisser la protection des salaires grâce dans le débat justement sur l'accord cadre avec l'Europe, c'est parce que les syndicats ont une force politique qui est incontestable. On est capable de lancer des référendums, on est capable de faire des initiatives, et puis on est capable de se mobiliser aussi. On va le voir bientôt le 18 septembre avec une manifestation, j'espère qu'elle aura du succès, contre l'élévation de l'âge de la retraite des femmes. Donc ça, c'est l'aspect politique. Et puis on a une bonne association, enfin une bonne fêtière avec des gens très pros qui travaillent aussi, c'est peu connu, mais à l'élaboration des projets de loi, le système suisse fait que l'Union syndicale suisse est associée très tôt dans les processus qui vont conduire à des révisions législatives. Donc on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent dans chaque thème et qui, avec l'administration, eh bien, au fond, influence un peu le processus de construction des lois. Pendant la crise Covid, ça a été moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que je découvrais, au fond, cet aspect-là de la vie syndicale. Quand j'étais syndicaliste à la FTMH, avant d'être conseiller d'État, j'étais sur le terrain. Là, je vois le syndicalisme version accompagnement de la politique suisse, la politique fédérale. Et j'ai vu, pendant la crise du Covid, chaque ordonnance qui était publiée, eh bien, on était consulté, on pouvait influencer le texte et on a pu quand même protéger, même si on a loin de loin pas tout réussi, mais on a quand même pu, en développant le chômage technique, en créant une assurance perte de gain pour les indépendants,
en améliorant un tout petit peu l'indemnité chômage technique pour les bas salaires, en essayant de faire en sorte qu'il y ait des aides directes pour les entreprises, on a pu éviter une casse sociale majeure. Donc ça, c'est l'influence qu'on a. Je crois qu'elle est plutôt en croissance. Puis après, il y a la représentativité. Comment est-ce qu'on affilie dans nos syndicats, dans nos 16 syndicats qui sont membres de l'USS, comment est-ce qu'on continue d'avoir des membres qui cotisent, qui se rassemblent, qui se réunissent, qui débattent? Ça, ce volet-là est plus difficile. Ça, on est dans une longue histoire où petit à petit, ce modèle-là, qui est alors effectivement très dépendant de grandes entreprises, avec des conventions collectives historiques, face à cette explosion du secteur tertiaire, là, il nous a manqué des outils. Et je pense que c'est le grand défi du futur, c'est de retrouver un moyen d'affilier les gens, de retrouver des membres, et puis surtout de les faire débattre et être informés avec de nouveaux outils de contact, de communication. Je pense que ça, c'est un domaine où il faut vraiment de nouvelles idées. Puis alors, vous parliez d'action via des référendums ou des initiatives. Alors peut-être je vous propose de passer sur la thématique de l'initiative dite 99%, qui a été lancée par les jeunes socialistes et sur laquelle le peuple votera le 26 septembre prochain. Donc pour résumer rapidement, l'initiative souhaite que les revenus du capital, donc les intérêts, dividendes, soient imposés une fois et demie de plus que ceux générés par le travail, donc les salaires, et que les recettes fiscales supplémentaires générées par l'initiative soient utilisées pour réduire l'imposition des faibles et moyens revenus ou pour financer des prestations sociales telles que crèches, subsides, assurance maladie ou la formation. Alors peut-être la première question, c'est pourquoi cette initiative qui vise quand même explicitement les 1% les plus riches de la population vous paraît pertinente dans le contexte actuel? Alors, disons, d'abord, vous avez très bien décrit le projet parce qu'il est un peu caricaturé en ce moment. Il ne s'agit évidemment pas, quand quelqu'un gagne 1000, de lui prendre 1500. Donc, il s'agit bien, c'est le taux qui est majoré de 50%. On ne prend pas 150% mais là, je vois que les opposants, pourtant, ils ne devraient pas avoir tellement peur parce qu'on sait que ces initiatives sont très rarement acceptées. Mais enfin, on voit que les opposants font feu de tout bois. Y compris en manipulant un peu le texte. Donc, l'idée, elle est assez simple. Elle dit, à partir d'une certaine limite, les initiants proposent 100 000 francs de revenus du capital. Donc, ce n'est pas des revenus du travail, c'est des revenus du capital. C'est-à-dire quand quelqu'un gagne plus de 100 000 francs d'appartements qu'il possède ou d'actions qu'il possède par des dividendes ou par des loyers ou par d'autres revenus d'épargne ou autres, quand ça dépasse 100 000 francs, ce qui dépasse est taxé 50% de plus que si c'était du travail. Ça veut dire que si le taux est à 30%, ça dépend des cantons, des communes, mais si le taux est à 30%, ce qui dépasse 100 000 francs serait taxé à 45%. Voilà, ça c'est l'idée. Et ça me paraît être une idée juste, surtout vu le développement des inégalités qu'on a connues ces 20-30 dernières années. Le chiffre que donnent les jeunes socialistes, c'est au fond que 1% des riches possèdent à peu près la moitié de la richesse de Suisse. Donc si vous divisiez la richesse suisse, si vous la distribuez sur le territoire, vous pourriez couper une ligne au milieu, à peu près entre Berne et Zurich, et vous auriez d'un côté 99% de la population, de l'autre côté 1%. Et ce développement de concentration de la richesse chez une toute petite partie de la population, est constant. On n'est pas le pays où c'est le plus spectaculaire, il faut le dire, mais c'est quand même une tendance lourde. Et dans un moment, justement, où on va malheureusement devoir sortir d'une crise avec un constat que l'endettement a explosé, donc c'est vite vu, si vous avez un endettement qui a augmenté, alors c'est tout à fait supportable pour la Suisse, mais 30-35 milliards comme ça de dettes faits en 18 mois, j'ai de grands doutes que les grands financiers du Conseil fédéral et des cantons disent oui, tout va très bien, on ne rembourse pas, ou bien on verra bien plus tard. Donc il va y avoir des tentatives de baisser les dépenses, voire d'augmenter des taxes ou des impôts. Et le risque énorme, c'est que dans cette routine qu'on a connue depuis 30 ans, ça tombe sur la classe moyenne, sur les milieux modestes, par des réductions de services publics ou par des taxes.
Donc elle tombe bien, cette initiative. Elle pose de bonnes questions, elle propose une solution qui est en plus très modérée, en fait, parce qu'il faut encore savoir que c'est un texte constitutionnel et qu'ensuite il faut faire une loi. Et qui va faire la loi? C'est le Parlement. Et au Parlement, ceux qui ont peur de cette initiative sont largement majoritaires, donc ils mettront tous les garde-fous. Alors justement, l'argument des opposants à cette initiative, c'est justement que le texte est trop flou. Ouais. Et que donc, il faudra ensuite faire une loi d'application et ça laisse une incertitude. Mais ça, en 30 ans de vie politique, en ayant débattu, je crois, de dizaines d'initiatives, c'est toujours la même chose. Si vous faites un texte trop précis, on vous dit « Ouh là là, il n'y a pas de... ce texte est beaucoup trop précis, beaucoup trop... il est déjà dépassé, enfin, on ne peut pas se lier à des choses aussi contraignantes. » Et puis si vous faites un texte de principe parce que vous êtes dans la Constitution, et la Constitution, c'est des principes, et pour vous laisser de la place à la loi, alors on vous dit « Ouh là là, c'est flou ». Puis alors on fait toujours comme si les initiants allaient être ceux qui allaient faire la loi. Et c'est évidemment pas le cas. Ceux qui vont faire la loi, c'est le Parlement, avec une majorité UDC, PLR, PDC. Donc il ne faut pas croire que ceux-là vont faire une loi qui va aller chercher les extrémités possibles, éventuellement posées par le texte. Mais ça, c'est classique, disons. Non, la question, c'est si on veut pousser plutôt dans le sens d'un peu plus d'équité entre les plus riches et les moins riches, et la classe moyenne, il faut voter ce texte. C'est pour ça que je suis pour et que je m'engage pour, même si je sais que les chances sont très faibles. Mais la chose qu'il faut juste peut-être préciser, si on faisait ce que propose l'initiative, on aurait entre 10 et 15 milliards à peu près de recettes supplémentaires, ce qui est quand même une ressource importante. Ça permettrait, si par exemple on décidait de baisser un autre impôt en échange de cette augmentation-là, parce que en fait, on est dans un débat de politique fiscale. Si on augmente la pression fiscale sur ceux qui gagnent beaucoup d'argent par le revenu du capital et qu'on peut ainsi redistribuer, moi, je pense qu'il y a un autre impôt qu'il faut baisser dans toute la Suisse, c'est la prime d'assurance maladie. Parce que tout le monde fait comme si la prime d'assurance maladie, c'était un achat qu'on faisait à la COP librement. Mais c'est un impôt. La prime d'assurance maladie, c'est ce qu'on appelle un prélèvement obligatoire. Et c'est le seul impôt que la droite, qui combat cette initiative, laisse augmenter chaque année sans problème. Elle considère que cet impôt peut chaque année augmenter. Tout autre impôt qu'on voudrait augmenter qui touche justement les gens riches, là alors c'est les hauts cris, c'est toute la propagande qui vient pour s'opposer à ça. Mais la prime maladie qui frappe justement les classes populaires, les milieux, les familles et la classe moyenne, celui-là, les assureurs peuvent l'augmenter et on se fiche pas mal de savoir si c'est trop. Ah, quand c'est trop, oui, ça leur fait des réserves, n'est-ce pas? Comme si c'était le but des caisses maladies de faire des réserves. Ils ont 11 milliards de réserves. Donc là, il y aurait une possibilité de dire les 10 à 15 milliards, on les prend pour réduire les primes. Et ça ferait quand même réduire les primes d'à peu près 30 à 40%. Voilà. Donc ceux qui trouvent que les primes sont trop hautes, il faut voter oui à cette initiative. Et parce qu'il y a aussi un autre argument sur la redistribution que j'ai entendu, c'est que finalement la redistribution en Suisse est déjà importante, que les personnes les plus riches sont les plus imposées et que par conséquent, ça suffit, c'est suffisant en fait en termes de redistribution par rapport à d'autres pays. Vous savez, les riches ont toujours dit ça, que la redistribution était suffisante. Même avant qu'on crée l'impôt progressif, ils étaient contre l'impôt progressif. D'ailleurs, les radicaux, le Parti radical qui est devenu le Parti libéral radical, en mettant ensemble deux contraires, puisque au XIXe siècle, c'était des partis qui s'opposaient sur à peu près tout, le Parti radical s'est construit sur la revendication de l'imposition progressive. C'est-à-dire que dire, avant, je fais un tout petit rappel un peu sommaire de l'histoire de la fiscalité, mais au Moyen-Âge, justement, on prélevait l'impôt par tête. Au Moyen-Âge et sous Margaret Thatcher, d'ailleurs, c'était un peu sa même idée. C'était ce qu'elle appelait la poll tax, c'est-à-dire un impôt par tête où on prend à chacun en fonction du nombre de têtes qu'il y a dans le ménage. On se fiche complètement de savoir s'ils sont riches ou pauvres, on les taxe. Voilà. C'est comme ça que le Moyen-Âge, en partie, pas pour tout, mais en partie, finançait ses besoins. Les besoins des seigneurs. Et puis la grande conquête, disons, de l'État moderne, ça a été justement la fiscalité proportionnelle et progressive. C'est-à-dire qu'on ne prend plus par tête, mais on prend
fraction, au pourcentage du revenu. Et ce pourcentage augmente si le revenu augmente. C'est-à-dire que ce n'est pas 10% pour tous, c'est 5% pour les plus bas revenus, puis ça peut monter à 30, 40. Les pays scandinaves sont montés à plus de 70, 80%. Mais évidemment, après, tout est gratuit en quelque sorte, puisque ça a été payé par cet impôt progressif. L'idée de cet impôt progressif, en Suisse, a été portée par le Parti radical. C'était un des grands sujets de conquête, de développement. Et ça a financé le développement de la Suisse, cette idée-là de l'impôt progressif. Et il ne faut pas croire que les plus riches trouvaient ça génial à l'époque. Ils ont aussi trouvé que c'était confiscatoire, enfin tous ces arguments-là. Alors, tant qu'il en reste plus pour celui qui gagne beaucoup que celui qui gagne un peu moins que lui, tant qu'à la fin, on a calculé que ce qui reste est supérieur et donc que la progression des revenus n'est pas mise en cause, je trouve qu'il n'y a pas de raison de s'opposer à cette idée de la progressivité. On pourrait avoir encore d'autres modèles. J'avais une fois une discussion avec une amie qui trouvait qu'effectivement, ayant commencé à accumuler des bons revenus entre elle et son mari, elle disait « Ah, c'est avec les impôts qu'on paye, ça va pas. On vit moins bien que ceux qui gagnent moins que nous. » Et puis comme je connaissais son employeur, je lui avais dit « Mais si tu veux, ça peut s'arranger. Je peux proposer à ton employeur qu'il te baisse ton salaire. Si vraiment tu penses que tu vis mieux avec moins d'argent. » La discussion s'était arrêtée là, parce qu'évidemment, elle savait bien que même avec des impôts plus élevés, ce qui lui restait quand même à la fin était supérieur à ce que la personne qui gagnait moins qu'elle recevait. Donc voilà, cette idée de la jeunesse socialiste ici lance une idée qui améliorerait un peu la progressivité, puis surtout qui qualifierait les revenus de manière différente. C'est quand même pas la même chose de gagner 100 000 francs en allant tous les jours travailler, ou de gagner 100 000 francs en attendant que ces placements les rapportent. Voilà. Qu'il y ait là une différence dans la façon de taxer les choses, ça paraît une nouvelle façon de penser la progressivité. Et puis justement, quand on parle de revenus du capital, on parle des personnes physiques ou aussi des personnes morales? C'est en principe... Parce que c'est un argument justement pour dire que ça impacte les startups, les PME, etc. en Suisse. Oui, mais enfin, disons, si une entreprise elle-même génère ce type de revenus pour elle, effectivement, le système s'appliquerait, j'imagine. Mais ça, encore une fois, c'est une chose que la loi pourra préciser. Mais il n'y a pas tellement de raison de voir les choses autrement. En plus de ça, la fiscalité des entreprises est une toute autre histoire. Il y a des possibilités de déduction énormes, notamment dans les transferts entre filiales et maisons mères. Donc les risques sont vraiment nuls, disons, que ça dégrade la position de la Suisse. Parce qu'encore une fois, l'essentiel se jouera dans un débat législatif, mais on aura fixé un principe qui me paraît juste. Et puis c'est vrai que j'ai aussi l'impression que finalement le texte attaque un problème de fond social actuellement, sociétal, sur les inégalités croissantes des très riches. Les chiffres qu'on a en 2020, c'est que les 10% les plus riches dans le monde possèdent entre 30 et 70% du revenu total de tout ce qui existe sur la planète. Alors en Suisse, c'est 10%, le revenu total, selon les chiffres. Mais finalement, il y a cette question des inégalités croissantes qui est au centre et surtout des très riches. Et puis il y a aussi toujours cette préoccupation que les dividendes des entreprises rémunèrent l'actionnariat, mais ne sont pas redistribués ou ne profitent pas toujours ou suffisamment au développement des entreprises et du tissu productif, quoi. Ouais. Les jeunes socialistes, ils sont là pour ça. Ils lancent des débats de fond. On peut discuter, le texte aurait pu être un peu autrement. Mais enfin, ils adressent à la population cette problématique. Et je trouve super déjà qu'un mouvement de jeunes arrive à faire une initiative populaire. C'est quand même un gros travail. Et puis, ils vont avoir une proportion importante de la population qui va les soutenir. C'est quand même si c'est 30%, 35%, 40%, je ne sais pas, peut-être plus, ce sera quand même une masse de gens qui auront ainsi entendu ce qu'ils ont à dire et donné un soutien. Donc, c'est ça, effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette initiative. C'est la jeunesse d'un parti, mais qui est soutenu par beaucoup d'autres, qui adresse un problème aux autorités, qui dit « mais on ne peut pas continuer comme ça. Ce creusement des inégalités, cette accumulation des richesses ne peut pas continuer comme ça. » Moi, pendant 15 ans, j'ai été responsable de la politique sociale et de la politique de santé du canton de Vaud. Mon département a eu un budget qui, en 15 ans, est passé de 2 milliards à 4 milliards.
Et donc j'ai eu la chance, avec le Conseil d'État, mes collègues, une partie du Grand Conseil, ceux qui soutenaient ces projets, de pouvoir développer une politique sociale avec des prestations complémentaires pour famille, un plafonnement à 10% du revenu de la prime maladie, parce que certains payaient jusqu'à 20% de leur revenu, développement d'une rente-pompe pour chômeurs âgés, développement des allocations familiales. On a doublé les allocations familiales en une dizaine d'années. Et puis, évidemment, ça faisait gonfler mon budget et ça faisait peur à certains qui disaient « Mais tu es en train d'appauvrir le canton, de distribuer l'argent aux plus pauvres, aux familles, à la classe moyenne, et on ne pourra pas continuer comme ça. » Pendant cette même période, le canton de Vaud a connu une des croissances économiques les plus fortes de Suisse. Notre endettement, qui était d'environ 9 milliards, s'est transformé en une fortune. C'est-à-dire qu'on a remboursé la dette et on a même accumulé maintenant des réserves qui se montent à quelques milliards. Les comptes n'ont jamais été déficitaires, au contraire, ils sont bénéficiaires de plusieurs centaines de millions chaque année. Ce n'est pas un miracle, c'est que cette richesse qui s'accumule, ces revenus qui se concentrent, si par l'impôt qu'on n'a pas augmenté, on s'est contenté de ne pas baisser sur les grandes fortunes, sur les hauts revenus, on a laissé l'impôt fonctionner comme il était. Mais il a vu l'accroissement des inégalités, eh bien l'impôt a produit plus de revenus. Et voyant arriver ces revenus, au lieu de baisser les impôts, ce qui aurait profité aux 20-30% les plus riches, on a justement financé cette politique sociale. Et en finançant cette politique sociale, on a rendu solvable toute une série de familles, c'est-à-dire qu'on leur a permis de continuer à travailler, on leur a permis de dépenser, d'avoir quelques loisirs, et on a évidemment alimenté le cycle économique et l'activité économique. Donc c'est comme ça que ça doit marcher. On peut pas, si on sait que le capitalisme a une dynamique qui va plutôt concentrer les richesses. Donc il faut l'État, les assurances sociales pour corriger. Et si on dit on fait un moratoire, on est allé trop loin, alors les inégalités se creusent. Puisque le capitalisme est dynamique et qu'il augmente l'accumulation, il faut justement que l'État lui aussi soit dynamique et qu'il arrive avec des systèmes de prélèvement équitables à organiser un peu cette redistribution. C'est exactement l'idée que cette initiative et d'autres projets qu'on va débattre soutient. Et alors moi j'ai lu, pour rester dans les contre-arguments un peu à l'initiative, j'ai lu qu'elle serait contraire à l'article 8, alinéa 2 de la Constitution, qui interdit toute discrimination, notamment en vertu de la situation sociale. Et que donc, l'idée, ça serait de dire qu'il y aurait une discrimination pour les plus riches, puisqu'ils seraient plus taxés encore par rapport à... Non, mais disons, ça, c'est une plaisanterie, parce que franchement, ce n'est pas du tout l'idée du constituant quand il a pensé à cet article. Et puis, de toute façon, les choses sont assez simples. C'est le peuple qui rédige la Constitution. Donc, le peuple décide s'il veut faire si pour les très hauts revenus tirés du capital, il peut faire une disposition différente que pour le revenu du travail. Si le peuple décide qu'il le met dans la Constitution, la Constitution est complétée. Puis ainsi, l'article que vous citez, 8, est complété par un autre article qui fait une exception à ce principe, si tant est qu'il est touché par ce texte. C'est la grande force de la démocratie directe suisse, c'est le peuple qui rédige la Constitution. Donc, il n'y a pas de problème, là. Le peuple peut pas si on a admis que le texte respectait les grands principes, disons, du droit supérieur, et c'est le cas, eh bien, à partir de là, le peuple fait la Constitution qu'il juge proportionnée et juste. Et puis alors, il y a un autre argument, mais qui revient à chaque fois qu'il y a une initiative économique, ou qui touche une imposition, une fiscalité ou autre, c'est cet argument que la place économique suisse sera impacté négativement par... Qu'est-ce que vous pensez de cet argument, mais peut-être aussi plus généralement de son emploi régulier ? C'est évidemment l'argument qui fait mouche à chaque fois, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi les gens qui auraient tellement à profiter... Si on dit, écoutez, celui qui gagne 200 000 francs de dividendes, sur la deuxième moitié de ce qu'il gagne grâce à ces dividendes, il payera des impôts 50% supérieurs à celui qui le gagne par un travail. Et puis ça servira à baisser les primes maladie de 30%. Je dis, mais franchement, ça devrait faire une large majorité. Donc si on était dans un monde où il n'y avait pas cet argument-là, ce genre de projet passerait. Mais avec l'argument qu'au fond, ça va faire fuir les riches et fuir les entreprises, évidemment, on fait souvent mouche.
c'est parfois vrai, hein, ça peut arriver que des fois, il y a des initiatives ou des projets qui aillent trop loin ou que ce risque existe. Mais encore une fois, il faut savoir que ceux qui légifèrent, ceux qui font la loi, sont constamment informés, si c'est pour pas dire lobbyisés, pour inventer un néologisme, par ceux-là même qui sont concernés par cette fiscalité. Donc il n'y a pas de ce risque-là, vraiment. Le principe est fixé, on ira chercher un peu plus, mais les contre-feux, les garde-fous, en quelque sorte, seront très puissants dès la rédaction d'une loi d'application. Donc moi, je n'y crois pas. Si c'était une loi, si c'était un taux qu'on décide, bon, on pourrait entendre cet argument, mais là, on est dans un principe avec une grande marge de manœuvre laissée au législateur qui fera très attention. En plus de ça, il faut ajouter que l'attractivité suisse, s'agissant de la fiscalité des entreprises, est vraiment évidente. Enfin, on le voit, on le connaît. En l'occurrence, je crois que ce risque est vraiment exagéré, mais c'est vrai que c'est l'argument qui est toujours utilisé. Si on l'écoutait jamais, ce serait risqué, mais si on l'écoute toujours, on ne fait jamais rien. Et évidemment, il ne faut pas l'écouter toujours. Pierre, vous parliez de lobbying, je vais peut-être rebondir sur ce point, puisque vous êtes aussi au Parlement fédéral. Est-ce que c'est quelque chose qui est très fort? Est-ce que le milieu entrepreneurial, alors on est conscient qu'il y a un lobbying, est-ce qu'il y a un réel impact finalement sur les prises de décision? Comment vous le vivez-vous en tant que parlementaire? Oui, c'est extrêmement fort. C'est très fort au plan fédéral. Ça commence à le devenir au plan cantonal. Je dois dire que j'ai vécu la période où tout à coup un certain nombre de milieux, notamment dans le domaine de la santé, ont compris qu'il fallait lobbyiser aussi même les députés. Donc il fallait les influencer, les soutenir d'arguments plus ou moins fallacieux. Mais au plan fédéral, je prends un exemple, on a négocié sur mandat du Conseil fédéral entre l'Union syndicale suisse, Travail suisse, les deux grandes fêtières syndicales, et l'Union patronale suisse, avec l'USAM, qui elle a refusé l'accord, mais l'Union patronale suisse, une des grandes organisations patronales. Ensemble, on a trouvé un compromis pour réformer le deuxième pilier. C'est un immense enjeu. Les rentes du deuxième pilier en ce moment sont en train de chuter. Avec le même capital, quand vous partirez à la retraite en 2025, vous aurez une rente qui sera 20% inférieure à celle qu'elle aurait été en 2010, avec le même capital. Donc si vous avez 400 000 francs de capital, la rente que vous aurez en 2025 avec ces mêmes 400 000 francs sera 20% inférieure à celle que vous auriez eue en 2010. Ça, c'est la chute des taux de conversion dans le surobligatoire. Dans la partie obligatoire, on a pu l'empêcher grâce à un référendum, mais dans la partie surobligatoire, les caisses font ce qu'elles veulent. Et comme les experts exigent une baisse du taux technique, c'est-à-dire des perspectives de rendement du capital pour les prochaines décennies, eh bien, les caisses ont baissé le taux de conversion. Donc il y a un vrai problème dans ce système. On a fait un compromis entre patrons et syndicats, et on a le Conseil fédéral qui a fait un projet de loi qui va dans ce sens, qui reprend les éléments de ce compromis. Quand vraiment les patrons et les syndicats se mettent d'accord, on pourrait penser que le Parlement va au fond suivre, parce qu'il a déjà connu tellement d'échecs dans ce domaine. Eh bien non, les assureurs qui sont des acteurs de ce domaine, puisqu'ils fournissent du troisième pilier, du deuxième pilier, donc ils fournissent de la prévoyance, ils la vendent, ils en font des profits, eh bien, ils ont décidé qu'il fallait pas accepter ce compromis, parce que ce compromis, il améliore un peu les rentes des bas salaires, des femmes qui travaillent beaucoup à temps partiel, et il passe par un système de redistribution. C'est-à-dire on prend 0,5% des salaires jusqu'à 850 000, et avec ça, on finance un supplément de rente de 200 francs pendant les premières années pour justement éviter que la réforme fasse baisser les rentes. Ils ne peuvent pas supporter ça. C'est idéologique, parce qu'en fait, ils y perdent rien, mais idéologiquement, ce lobby-là ne supporte pas l'idée qu'il y ait de la redistribution dans le deuxième pilier, de la redistribution sociale. Donc ils attaquent, même si l'union patronale a été pour. Et ils ont rédigé une alternative en catimini, qu'ils ont soumise à quelques politiciens de droite, PLR, PDC, UDC, et un député UDC a repris tel quel ce texte, et il est venu en commission, et ils l'ont imposé. On s'est suffisamment... on a été scandalisé par la méthode, ce qui fait que la commission n'a encore pas fini ses travaux, elle a admis de refaire un tour de piste. Mais là, j'ai vu en vrai comment un lobby rédige vraiment les articles de loi
amènent les arguments. Puis vous avez en commission des scènes assez pénibles, où vous avez des gens qui n'ont pas eux-mêmes rédigé le texte, qui essaient de le défendre, puis face à des gens qui connaissent un peu le domaine, ils sont très vite un peu démunis, mais enfin, ils ont dit qu'ils allaient voter, donc à la fin, ils votent quand même. Ça, c'est extrêmement dur à supporter. Quand on aime la politique, quand on aime la démocratie, voir ça, c'est vraiment très pénible. Donc, j'espère vraiment qu'on arrivera à s'extirper petit à petit de ces phénomènes. Mais malheureusement, alors, comment faire, justement ? Il faut dénoncer ça. Il faut que ceux qui pratiquent la politique comme ça soient dénoncés. Il faut que les journaux s'y intéressent. Mais malheureusement, c'est un cancer qui ronge les démocraties de plus en plus, il faut le dire. La démocratie européenne, on le sait maintenant, les grands GAFA investissent des milliards pour vraiment influencer les parlements aux États-Unis, en Europe. Encore une fois, comme disait Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc ça restera la meilleure façon d'organiser la vie en société, mais vraiment cette exposition au lobbyisme est très, très pénible. Et alors, peut-être que ça nous fait une transition aussi sur un autre type de lobbying qui est celui des pharma. Alors, sans rentrer dans le détail, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ? Bien sûr, alors oui, c'est sûr que les pharma sont non seulement fortes en lobbyisme, mais aussi, mais pas seulement sur le Parlement, dans la science elle-même traversée de jeux d'influence. On le sait, on l'a vu avec toute l'histoire autour du tabac, mais c'est évidemment vrai aussi dans la pharmacie, tous les produits pharmaceutiques. Là, la pression se fait beaucoup plus, enfin, elle se fait sur le Parlement. On l'a vu, là, on voulait faire un système qui réduisait un peu les écarts entre prix des médicaments en Suisse par rapport au reste de l'Union européenne, par rapport à l'Union européenne. On a eu un lobbyisme massif qui a été fait pour corriger ça. Il y a aussi des pressions sur le Conseil fédéral. Il y a évidemment toutes les utilisations des voies de droit. Ça, c'est légitime, mais enfin, c'est fait avec beaucoup de moyens. Et puis, il y a aussi le travail qui est fait sur les autorités de régulation internationales. J'ai connu l'histoire du Tamiflu comme conseiller d'État. Ça m'a quand même beaucoup impressionné, évidemment défavorablement. C'était à l'occasion d'une de ces alarmes pandémiques, je ne sais plus exactement laquelle, qu'il y a eu là, dans ces 15 dernières années, qui n'ont pas donné la crise qu'on connaît en ce moment, mais qui ont été aussi des alarmes, qui ont mobilisé les services de santé, chacun devait se préparer, acheter des matériaux. Et puis surtout, là, à un moment donné, on nous a dit achetez du Tamiflu, achetez ce médicament de Roche. Et puis l'OMS a vraiment diffusé cette consigne. Et les gens, qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez l'OMS qui vous dit qu'il faut se préparer, et ce médicament est le seul qui permettra d'éviter des morts, ma foi, vous achetez ce qu'on vous dit d'acheter. Et puis, quelques temps après, on a découvert qu'il y avait eu un lobbyisme intense de Roche, soutenu par Gilead, qui avait vendu ce médicament à Roche, et qui était intéressé aux bénéfices que Roche en tirerait. Il y a eu un lobbyisme important pour qu'au fond, on promeuve ce médicament qui, d'après les articles qu'on a pu lire, quelques années après, s'avérait finalement pas si efficace, voire pas efficace du tout contre ce virus. Voilà, mais donc on avait... là, on a vu que même jusqu'au sommet, il y avait des risques parfois que le lobbyisme puisse s'exercer. Donc autant le savoir, ça ne veut pas dire que tout est à jeter. Ça veut pas dire qu'il faut que l'OMS reste une institution respectable et qu'il faut écouter. Et puis la science produit de la science, enfin de la vraie. Mais il faut être un petit peu, parfois garder un tout petit esprit critique et savoir qu'il y a ces jeux d'influence. L'histoire se répète en fait. On verra, on le dira après. On fera le bilan. Toujours, dans les crises, il y a des moments où les gouvernements sont sous une telle pression et sous une telle... et vous êtes face à des enjeux de vie et de mort. Donc quand vous êtes face à des enjeux de vie et de mort qui concernent des millions de gens, vous allez à la prudence. Et donc c'est des moments... Les crises sont des moments très propices justement à des actions, à des luttes pour des intérêts très importants. Et puis c'est souvent après coup, quand on a un peu plus de temps, un peu plus de recul, qu'on voit s'il y a eu manipulation, influence ou pas. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire, mais je ne doute pas qu'il y aura un certain nombre de choses qui seront dites plus tard, qui nous montreront qu'on aurait pu faire autrement. Ça sans doute.
Puis alors justement, sur la gestion de la crise Covid, vous avez pris position en 2020 de manière assez critique sur cette gestion. Vous avez notamment souligné que les mesures de confinement de la population ainsi que le port généralisé du masque n'étaient pas forcément de bonnes mesures. Est-ce que c'est quelque chose que vous maintenez aujourd'hui ? Non, moi j'avais parlé du masque en extérieur. J'avais fait une phrase de ce type, je la maintiens, mais pour le reste, je crois que les gouvernements ont fait ce qu'ils ont pu et franchement, je ne crois pas que j'aurais fait bien autrement. Enfin, c'est très difficile de savoir comment j'aurais agi si j'avais été en fonction. Mais l'expérience que j'avais des autres alarmes m'aurait probablement poussé à être dans une grande retenue quant aux mesures qui touchent vraiment la société. Pas parce que je tiens à tout prix à ce qu'on laisse les gens libres sans limite, mais parce que ces mesures-là, comme toute mesure de santé publique, ont des effets secondaires, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles ont des effets sur une partie de la population. Évidemment, elles ont un effet modérateur de la circulation du virus, ça paraît évident, mais elles ont aussi des effets sur les chances d'éducation des enfants, elles ont des effets sur leur santé, leur masse corporelle, leur psychisme, et puis pas seulement des enfants, mais aussi toute une série de milieux populaires. Quand vous dites « on ferme les écoles », et puis ma foi, vous ferez l'école à la maison. Puis que vous avez, moi je connais dans mon quartier des gens qui travaillent à deux, parce qu'il faut travailler à deux à plein temps. Pour que quand vous avez 5 enfants, il faut deux salaires à plein temps pour s'en sortir dans le milieu ouvrier. Puis que vous avez les 2 parents qui partent, l'une à 5 h du matin, l'autre à 6 h du matin, et puis qui rentrent le soir, puis que vous avez 5 enfants. Comment vous faites pour faire l'école à la maison ? Je veux dire, c'est une chimère. Alors ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'ordinateur, ou peut-être il y en a un, mais enfin, ils ne peuvent pas se le partager. Donc ça veut dire des enfants qui, pendant une journée entière, vont être livrés à eux-mêmes. C'est évidemment consommation d'écran massive, c'est inactivité. Quand vous interdisez le sport en extérieur, même en extérieur, ces gamins-là qui avaient au moins l'occasion 2-3 fois par semaine de bouger, ne bougent même plus. C'est des ravages terribles. Donc, chez nous, heureusement, on a connu des mesures dures de ce type dans la première vague, mais le Conseil fédéral ne l'a pas reproduit pendant les autres vagues, a gardé les écoles ouvertes. Le sport, on a pu, dans la deuxième vague, le maintenir quand même encore, au moins pour les entraînements, l'activité. Malheureusement, pas les compétitions, mais au moins, il y avait un petit peu d'activité possible. Mais surtout, chez nous, on n'a pas fait ce que certains... Il faudra quand même prendre la mesure. Certains pays ont enfermé les enfants à domicile, leur ont interdit de sortir pendant des semaines. Mais déjà, quand on a un grand appartement, on se dit, mais c'est déjà inhumain. Mais quand vous avez justement des situations de famille de ce type-là, on n'ose pas imaginer ce que ça représente. Et puis quand on a commencé à les laisser sortir, j'ai vu le protocole en Espagne, c'était 1 heure par jour, accompagné d'un adulte avec un masque. Je veux dire, il y a une disproportion là dans les... Alors, évidemment, c'est plus facile à dire après, mais moi déjà, à l'époque, je trouvais que ça allait quand même très loin. Ça, c'était une chose que je trouve que c'est important qu'on commence à dire, parce que, évidemment, quand le problème dans ces crises, c'est qu'on se concentre sur un seul problème. On dit, on a un problème, c'est un virus qui circule, qui fait des morts, et c'est incontestable. Et puis, au nom de ça, évidemment, avec l'emballement médiatique qu'on a toujours, et de plus en plus dans ces histoires-là, on sacrifie tout à ce problème-là. Et je me disais, il faut quand même quelques voix qui disent, attendez, il y a d'autres réalités, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres effets. Et s'il s'agit de sauver des vies, alors parlons des vies qu'on va perdre avec l'explosion du chômage, de la misère, dans les pays du Sud notamment. Parce que alors, si les confinements pouvaient se discuter dans les pays riches, mais alors dans les pays du Sud, la balance même de vies sauvées, elle était juste défavorable. On le sait maintenant. On sait qu'on perdra plus de vies d'enfants qu'on aura sauvé de vies de personnes âgées par la limitation de la circulation du virus. Donc, c'est ça que je trouvais important de dire pour que quand même il y ait un peu de dialectique qui commence. Puis je l'ai dit dans un moment où, évidemment, je me disais, il n'y a pas grand monde qui osera. Donc, j'estimais que ça faisait partie aussi de mon rôle avec modération et sans jugement sur les autorités. Parce que je pense que, encore une fois, à leur place... mais justement, je ne suis plus à leur place. C'est aussi ça, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ont des difficultés énormes à faire autrement que ce que les autorités de santé, les professionnels, les experts du problème vous disent. Et puis, il y a une société, il y a un parlement, il y a des acteurs qui ont le droit de quand même questionner un certain nombre de choses.
Puis la deuxième chose que je voulais dire, mais ça on va y venir, je pense, c'est la question du service public de santé. Parce que je trouvais que toutes les mesures, et ça continue, étaient concentrées sur le comportement de la population. Comment faire pour que la population ne s'échange pas ce virus? Mais l'autre terme du problème, c'est-à-dire comment faire pour éviter la saturation des systèmes de santé, n'a pas fait l'objet de tellement de débats. Et c'était le problème, parce que si tout le monde a décidé des confinements, c'était sur l'exemple de la Lombardie, qui a vu son système de santé imploser. Parce qu'il a été saturé. Il n'a pas pu gérer ce pic massif d'activité. Donc la question de la capacité de notre système de santé de gérer des pics d'activité, elle devrait être au cœur du débat. Évidemment, on ne peut pas organiser un système de santé pour qu'il gère des pics pareils sans problème, parce que sinon on dépenserait, et puis il y a plein de gens qui n'auraient pas assez d'activité. Mais quand même, c'est une question de degré. On peut quand même avoir un questionnement pour savoir si est-ce qu'on s'était quand même pas mis à un niveau de tension dans les systèmes hospitaliers qui font qu'on est devenu incapable de gérer le moindre pic. C'est pour ça que maintenant il y a des répliques plus faibles, mais elles continuent de mettre le système sous tension parce que justement on a un système partout, un peu moins en Suisse qu'ailleurs, un peu moins dans le canton. Les cantons romans, enfin, notamment dans le canton de Vaud, on a gardé encore un système, une idée de service public de santé avec des financements qui sont liés à ça, mais quand même, dans la plupart des pays occidentaux, on a mis les systèmes de santé en flux tendu. Vous parlez justement de perte de capacité en Suisse depuis l'an 2000 de 30% environ du nombre de lits d'hôpital. Ouais. Ce qui est quand même effectivement... Oui, parce que, moi j'ai participé à ça aussi, moins que d'autres, mais quand même, en partie c'était justifié de réduire le nombre de lits parce qu'on a réduit les durées moyennes de séjour. On avait des systèmes avant de financement des hôpitaux au prix de journée. Alors évidemment, plus le séjour était long, plus l'hôpital recevait d'argent par cas. Alors on a changé ce système, ce qui n'était pas faux, de dire, écoutez, on va regarder les diagnostics qui sont posés sur le patient quand il entre à l'hôpital. Ça déclenche un forfait, et puis c'est ce forfait-là qui va financer l'hôpital. Donc si le patient sort plus tôt, l'hôpital y gagne. S'il sort plus tard, l'hôpital y perd. Comme mécanisme, s'il faut un mécanisme pour allouer des ressources, c'est plutôt mieux qu'un système de prix de journée. Mais ce qui est complètement faux, c'est de faire de ces systèmes de financement les systèmes uniques, ces systèmes tarifaires à l'acte forfaitaire, d'en faire l'unique système de financement de l'hôpital. Ce qui est le cas actuellement. Ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de régions. Dans le canton de Vaud, je me suis battu pour empêcher que ce soit le seul système de financement. La loi fédérale permet d'ajouter à ces mécanismes par cas, où vous avez un budget qui vient pour chaque patient qui rentre à l'hôpital et qui passe un séjour, elle permet d'ajouter des subventions. C'est-à-dire que l'État, le canton, peut dire, OK, à côté de ces systèmes tarifaires, je subventionne mes hôpitaux. Pas pour rien, mais justement pour qu'ils aient des réserves de capacité, ou parce que le système de financement n'est pas parfait. Par exemple, le système de financement, dans la psychiatrie ou dans la pédiatrie, il paye mal, il finance mal les hôpitaux. J'ai par exemple décidé une fois de dire, les systèmes tarifaires faisaient qu'on avait des soins intensifs pédiatriques un peu faibles, un peu en termes de capacité, en termes de quantité de lits. Et donc régulièrement dans l'année, on devait renvoyer des petits-enfants, des nouveau-nés qui étaient prématurés parce qu'on ne pouvait pas les accueillir aux soins intensifs pédiatriques parce qu'il y avait eu 3 naissances la nuit, donc on n'avait pas les capacités. Et ça arrivait une quinzaine de fois par année. Et j'ai trouvé que ce n'était pas tolérable, qu'on devait pouvoir assurer à ces prématurés d'être hospitalisés dans leur canton plutôt que d'être envoyés à Lucerne ou à Zurich. Et donc j'ai dit, on va renforcer les soins intensifs pédiatriques, même s'il n'y a pas suffisamment de cas pour que le système de financement le finance. On ajoute une subvention pour qu'au moins les 15-20 fois par année où on doit renvoyer des patients, on n'ait plus à le faire. Ça, c'est une décision politique. Je l'assume, je la présente devant le Parlement si le Parlement s'y intéresse, et puis je la défends, et puis le public, le peuple décide s'il trouve que c'est juste, il ne me réélit pas, s'il trouve que c'est juste, il me réélit, s'il trouve que c'est pas juste, il ne me réélit pas. Donc ça, c'est la vie démocratique, c'est le service public. Il faut donc, à côté de ces systèmes tarifaires, des moyens aux hôpitaux pour un certain nombre de tâches de service public, même si elles ne sont pas bien rémunérées par le système tarifaire. Et c'est typiquement le cas dans une pandémie. Quand vous entrez dans une pandémie, vous savez que le système va être régulièrement débordé. Il y aura des vagues. Je l'ai dit en 2020, le Parlement l'a encore redit en juin. On avait fait une motion
au début de l'année pour dire préparons-nous à des nouvelles vagues, puisqu'on parle comme ça. Donc, il faut donner aux hôpitaux des moyens supplémentaires. On a dépensé 30 milliards en chômage partiel, en indemnité. Pourquoi on ne pouvait pas mettre 2-3 milliards? Alors, je ne sais pas qui, les cantons, la Confédération. Évidemment, la Confédération a dit, nous, on a déjà beaucoup payé, les cantons peuvent le faire. Alors, les cantons pouvaient le faire aussi, mais donner une marge pour qu'on anticipe et qu'on essaye de créer des réserves de capacité. Voilà ce que j'ai dit. Et ça n'a pas été fait, du coup? Ça a été fait dans certains cantons. Le canton de Vaud, par exemple, a triplé ses capacités de soins intensifs au CHUV pendant la première vague à l'avance. Ils ont vu arriver le choc. Ils ont dit maintenant, on déplace 700 professionnels des autres services vers les soins intensifs. On crée des capacités, on ouvre des lits et comme ça, on se prépare. Ça a été une mesure très, très juste et très intelligente. Le problème, c'est que tout le monde ne l'a pas fait. L'autre problème, c'est que cette vague n'est pas allée aussi haut que prévu. Enfin, c'est pas heureusement qu'elle n'est pas allée aussi haut que prévu. Mais du coup, il y a eu effectivement des pertes financières importantes. Le canton les a épongées après coup. Donc, si vous voulez, ça s'est fait, peut-être ailleurs aussi, dans des proportions moindres, mais ça s'est fait. Et puis ensuite, dès que la vague est passée, on revient à la normale. Et c'est là que peut-être un financement qui aurait dit pour 2 ans, moi j'avais proposé une garantie de déficit en disant, écoutez, préparez-vous, engagez le monde qu'il faut, formez-les, faites reposer vos équipes quand il y a, en engageant du renfort pendant que ça se calme. Et puis vous aurez une garantie de déficit, les hôpitaux, on payera leurs charges pour 20-21. Voilà. Ça, nous aurions trouvé que c'était, avec les syndicats, nous aurions trouvé que c'était une option qui aurait pu être prise. Bon, encore une fois, je ne suis pas là pour jeter la pierre. Je pense que c'est quelque chose auquel on doit penser. On peut pas, si ce genre de crise est censé se répéter, et c'est aussi une motion que la Commission de santé du national a déposée pendant la première vague, il faudra bien qu'on réfléchisse à des systèmes un peu comme une forme d'armée en quelque sorte. L'armée, on entretient des équipes, on entretient des gens, on les entraîne pour un problème qui surviendra peut-être un jour. Ça fait 40 ans, 50 ans, enfin ça fait plus d'un siècle qu'on fait ça. Dans le système de santé, il faut peut-être développer des modèles analogues où on entraîne des équipes, on les forme, on les maintient en capacité de réserve. Et puis quand il y a une crise de ce type, eh bien, on peut ainsi soulager les hôpitaux et résister mieux. Évidemment, ça n'exclut pas qu'il faille aussi prendre des mesures sur la circulation du virus, parce que quand c'est exponentiel, au bout d'un moment, on finit par atteindre les limites. C'est vrai que c'est un peu devenu un des arguments principaux des mesures, en fait, de justification des mesures, que en fait, les soins intensifs sont surchargés. Là, on l'entend encore actuellement avec la reprise un peu des nombres de cas. C'est ça. Et alors, évidemment, si vous avez 1000 lits de soins intensifs pour toute la Suisse, si vous en aviez 1000 avant la crise, puis que pendant la crise, vous restez à 1000, et puis que déjà, avant la crise, ces 1000 étaient pleins à 80 ou 90%, parce que c'était la réalité. Moi, j'ai jamais connu autre chose qu'un hôpital plein pendant toutes mes années, parce que le système est fait pour... Si vous avez un hôpital qui a ses soins intensifs avec 60% de taux d'occupation, il va fermer des lits, c'est logique, parce qu'il n'a pas de financement pour ça. Sauf si l'État lui dit « je te les subventionne ». Mais donc tous les systèmes sont faits pour être pleins à 80-85%. À flux tendu un peu. À flux tendu. Donc évidemment, quand vous êtes déjà à 85% avant la pandémie, puis que vous entrez dans la pandémie avec ça, forcément, vous allez être régulièrement en état de débordement. Puis après, évidemment, quand ça se répète, le personnel qui a encaissé le choc la première fois en faisant des heures sup, supprimant des vacances, etc., il fait ça, puis 6 mois plus tard, ça revient, puis 6 mois plus tard, pour finir, ils n'en peuvent plus. Et ils disent arrêtez d'être malade et donc ils appellent à des mesures sur la population. C'est pour ça que si on veut s'en sortir, c'est pour ça que je fais pas du tout de polémique et je ne veux pas jeter la pierre, mais je dis simplement que, vu l'expérience que j'ai pu avoir, si on veut vraiment s'en sortir et puis éviter d'être régulièrement confronté à des mesures qui touchent l'économie et la vie en société, on doit entrer pour la longue durée dans des systèmes de financement qui donnent des réserves de fluctuation aux hôpitaux. Et je le dis notamment à la droite qui a toujours dit « le service public, c'est des coûts, le service public, il faut faire des économies, il y a trop de monde, etc. » Je leur dis « mais si face à un système qui génère régulièrement des crises de ce type, vous ne voulez pas qu'on attaque les libertés et notamment la liberté d'entreprendre et de faire des profits et de travailler, etc. »
ben, vous avez un petit intérêt quand même à ce que ce service public puisse gérer les pics, gérer les crises. Donc je crois que ça devrait faire l'objet d'un consensus. Encore une fois, on est en pleine crise, les systèmes sont saturés, y compris les politiques sont sous pression, donc ce n'est pas le moment pour faire des grandes réformes, c'est difficile. Mais il faudra au moins qu'on en tire des enseignements pour l'avenir. Mais cette pression justement du politique, quand on est en poste, vous avez été 15 ans ministre de la Santé, quelle influence ça a finalement sur la prise de décision? Est-ce que finalement il y a un carcan un peu qui empêche une certaine marge de manœuvre, aussi idéologique peut-être disons, quand vous êtes ministre de la Santé et puis que vous savez qu'à la fin on comptera les décès puis on dira s'il y a eu plus de décès chez vous, c'est de votre faute, ça fait une certaine pression. Et puis là, il faut quand même parler un peu la concentration sur un problème, c'est aussi notamment, malheureusement, la tendance des médias depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a le climat, puis après il y a le Covid, puis on parle que de ça, tous les jours. Et puis en plus, maintenant, les journaux, les grands groupes de presse se sont orientés à dire « Ah, on n'est plus simplement des descripteurs du monde, on n'est plus là pour relater les faits, on doit vraiment prendre parti. » Alors bon, ils prennent parti. Alors ils prennent parti pour des bonnes causes, n'est-ce pas? Ils ne prennent pas ostensiblement parti pour un parti politique, mais ils s'attribuent, ils se choisissent des bonnes causes. Et puis ils se convainquent qu'il y a une cause qui est bonne, et puis alors ils y vont, quoi, ils font campagne. Et dans ce contexte-là, vous avez évidemment beaucoup de pression sur les élus pour aller dans un sens. Sans compter qu'évidemment, vous avez une administration qui elle-même est concernée par ce problème-là et qui fait remonter des arguments. Donc c'est extrêmement difficile pour un ministre de la Santé de se sortir de tout ce jeu de pression. C'est pour ça que ça ne peut pas être une affaire, la gestion d'une pandémie ne peut pas être l'affaire seulement des services de santé, pas seulement des experts en pandémie. Désolé, mais des task force. Des task force, il faut bien que la démocratie continue de fonctionner. Et que ceux qui défendent les intérêts des enfants, ceux qui défendent les intérêts des chômeurs, ceux qui défendent les intérêts des entreprises, tous ces gens-là ont un droit aussi à dire « Attendez, la mesure que vous prenez, elle aura des effets chez moi. » Alors bon, ok, il faut une balance. Ça, c'est légitime. Ceux qui ont dit il faut arrêter la démocratie, confier la parole, le pouvoir aux experts, écouter la science, comme on dit, c'est-à-dire une partie de la science, moi, je pense, avait tort. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut du débat. Et j'ai aussi essayé toujours de dire, moi, j'ai des convictions, je me suis vacciné, je suis respectueux des autorités, mais il faut pas accabler d'injures et ostraciser ceux qui parfois pensent autrement. Parce que dans ces moments-là, on sera peut-être bien content après coup de se dire « Ah, il y avait des gens qui ont été un peu critiques ». Donc la démocratie reste valable même dans ces moments. Même si, évidemment, on risque de se tromper. Et donc d'avoir et quand on se trompe dans une pandémie, ça a des dégâts très lourds. Donc c'est pour ça que j'invite à la retenue sur ceux qui croient tout savoir. Donc ça c'est la réalité dans laquelle est un ministre de la Santé. J'aimerais dire ici que Alain Berset, le Conseil fédéral, les cantons, les conseillers d'État, dans ce contexte-là, je trouve, ont suivi une ligne, une politique qui était particulièrement modérée, équilibrée. Ils ont essayé, c'est aussi la réalité de notre démocratie, je crois qu'on a eu des gens qui ont justement réussi à s'extraire de ce jeu de pression et avoir des appréciations plus pondérées, notamment en ne refermant pas les écoles, notamment en n'enfermant pas les enfants, en prenant quelques risques parfois pour le bien de la société. Je crois que j'aimerais vraiment leur rendre hommage parce qu'ils ont tous fait un boulot extrêmement difficile et avec beaucoup de volonté d'équilibre. Et qu'est-ce que vous pensez d'une mesure dont on parle beaucoup actuellement, qui est le pass sanitaire ? On parle beaucoup de privation des libertés individuelles que ça engendre, etc. De sociétés à deux vitesses, en fait, entre les personnes qui seraient vaccinées, notamment, et celles qui ne le seraient pas, et qui n'ont pas les moyens de payer toutes les semaines un test qui va maintenant être déremboursé. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure et de ces privations que ça peut engendrer ? Ouais. Disons, là aussi, on est obligé d'être un peu nuancé, d'être un peu pragmatique, disons. L'idée est que si vraiment on doit reprendre des mesures qui touchent la circulation du virus, donc si vraiment on en est là,
un jour, on ne sait pas, soit il y a une mutation, etc., que on ne revienne pas à des mesures qui touchent indifféremment tout le monde, mais qu'on se concentre sur ceux qui courent plus de risques. Ça peut être les non-vaccinés, ça peut être les personnes les plus âgées ou les plus à risque, qu'on essaye d'être un peu moins général dans les mesures de restriction de circulation des personnes pour limiter la circulation du virus. Moi, elle ne me paraît pas fausse. Qu'on dise, OK, si vraiment il y a quelque chose qui met en risque particulièrement ceux qui ne sont pas vaccinés, alors que ceux qui sont vaccinés ne courent pas de risque, si on peut le démontrer, et puis si on voit que des mesures doivent être prises pour les gens à risque particulièrement, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Si on a tous accepté d'être confinés, on doit, qui peut le plus, peut le moins, on doit pouvoir reprendre des mesures un peu plus ciblées. Donc moi je n'ai pas d'objection absolue sur cette approche. Mais avant de le faire, il faut évidemment d'excellents arguments et être sûr que ça a des effets. Et malheureusement, dans ces phases de crise, d'emballement, on a rarement cette certitude. Donc voilà. L'autre chose aussi, c'est le Parlement a voté un système qui ne voulait pas discriminer les gens entre ceux qui se vaccinaient, ceux qui étaient guéris, qui avaient aussi une immunité, et ceux qui se testaient régulièrement. Évidemment, quand maintenant le Conseil fédéral décide de facturer les tests, ça change la nature du problème. Parce qu'on n'a plus cette égalité de traitement entre ceux qui se testent régulièrement, ceux qui sont guéris et ceux qui sont vaccinés. Ceux qui sont guéris, en plus, on a quand même de la peine à avoir des tests sérologiques admis pour prouver qu'on est guéri. Donc, c'est ça qui complique le débat en ce moment, qui rend le système plus tendu. Mais là aussi, le Conseil fédéral, au moment où on se parle, pour l'instant, on voit que malgré les pressions, il va à l'économie. Enfin, il essaye d'être le moins intrusif possible dans les principes qui font notre vie en société. Donc je trouve que c'est fort, comme ils essayent de le faire avec le plus de doigté possible, disons. Et puis alors, comment vous voyez l'avenir, peut-être, puisqu'on est... ça fait bientôt 2 ans qu'on est... pas tout à fait 2 ans, ça fait 1 année et demie qu'on est dans cette crise. Comment vous voyez l'avenir, socialement, économiquement quelles sont vos perspectives? J'ai eu des moments de crainte que tout à coup on entre dans un nouveau monde, enfin, avec beaucoup voilà, qu'on se fasse... que les rapports humains changent fondamentalement. J'avais surtout peur pour les jeunes, en fait, parce que, le mode de vie qu'on a à 50 ans, c'est pas le même que quand on a 15, 20 ans, où on a besoin de sortir, de voir du monde, d'être en contact, parfois même serré avec autrui. Quand on est marié, évidemment, les choses sont un peu différentes. Donc, moi, j'avais peur de ça. Et je vois quand même que la vitalité de la jeunesse continue, que les jeunes se voient, sortent, ont encore des... Même si, évidemment, ils ont pris quand même un coup sur la tête, là, et ça se sent. Donc, j'espère qu'ils auront des avocats. J'espère qu'il y aura aussi des avocats pour les jeunes. Le système de santé est fait pour soigner les malades. Et les malades sont plutôt âgés. Et donc là, il y a beaucoup de gens qui s'occupent. J'en suis très heureux parce que je vais entrer dans ces âges-là bientôt. Donc, mais on a besoin justement aussi d'entendre des porte-paroles des intérêts des jeunes et qu'on pense à eux, sur leurs chances d'insertion, sur le monde d'insertion dans le travail, qu'ils aient aussi le droit d'une certaine liberté et d'une certaine légèreté. Moi, ça c'est ce qui m'inquiète. Entre les gens qui disent que dans 20 ans, la planète sera foutue, que c'est fini, que si on ne bouge pas dans les 18 mois, il n'y a plus rien à faire. Franchement, peut-être qu'ils ont raison, j'en sais rien, mais disons, il y a un effet secondaire aussi à ça. On voit bien l'effet principal voulu, c'est d'agir vertueusement. Les gens qui veulent agir vertueusement, évidemment, sont toujours très motivés. Mais parfois, ils ne voient pas que même les actes vertueux, les politiques vertueuses qu'ils promeuvent, s'ils y vont trop fort, ça a aussi des effets secondaires. Et l'effet secondaire, c'est une sinistrose généralisée sur la jeunesse qui ne croit plus à l'avenir, qui ne croit plus à ses chances à elle-même de changer le monde. Or, chaque génération, aussi longtemps qu'il y aura une humanité, changera un peu le monde. Et cette génération-là qui vient, elle a autant le droit que les autres de rêver à pouvoir changer le monde et d'espérer pouvoir le changer. Et elle le fera. Et puis je pense que
même s'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous rendent pessimistes, il y a quand même eu des bonnes choses qui se sont faites. Y compris même, par exemple, du point de vue de l'environnement. Je rappelle que ma génération, à 20 ans, on avait peur de la mort intégrale des forêts en Europe. On vient d'aujourd'hui annoncer que le dernier réservoir à essence sans plomb fermait. Je crois que c'est en Algérie qu'il y avait encore de l'essence sans plomb. À l'époque, c'était l'essence sans plomb qui était le CO2 de l'époque. C'est-à-dire, on disait, c'est ça qui va créer les pluies acides qui vont détruire les forêts. Et ben, l'essence sans plomb a été interdite et les forêts ont pu prospérer en Europe ces 20-30 dernières années. Les lacs, on avait peur de plus jamais pouvoir se baigner dans le Léman. On a interdit le phosphate dans les lessives et les lacs maintenant respirent. On se baigne maintenant dans tous les fleuves qui traversent les... Il y a eu la Schweitzer Halle dans le Rhin. Quand on voit maintenant les gens, donc la pollution majeure du Rhin, et puis quand on voit maintenant les gens rentrer du boulot en se laissant porter par le Rhin, on se dit, il y a des succès, évidemment. Il y a plein de... J'essaie quand même de signaler quelques éléments qui montrent qu'on peut changer les choses. Et que ça prend du temps, mais à la fin, il y a des résultats. Et j'espère que cette jeunesse, elle y croit, parce qu'on a besoin d'elle, puis parce qu'elle a le droit d'avoir aussi des rêves et des espoirs. Mais alors, il ne faut pas croire que ça se fait en 18 mois. Ça, je leur dis, hein, c'est 20 ans d'engagement. Oui, là, on voit des résultats. 15 ans, 10 ans. Et puis, c'est bien de s'engager. Ce n'est pas un sacrifice. Moi, je suis heureux. Si on me demande de ne plus aller au stand, de ne plus voir des militants, de ne plus aller soutenir des grèves, je serais malheureux. Donc l'engagement, c'est super. Alors il ne faut pas s'engager 6 mois en disant j'ai fait 3 manifs, puis le monde n'a toujours pas changé, c'est dramatique. Il faut s'engager dans un parti, dans un syndicat, dans la longue durée. Et puis je vous garantis que si vous le faites, vous verrez des résultats. Avec des reculs, des tensions, mais il y aura à la fin des résultats et une société qui s'améliore. Très bien, Pierre-Yves Maillard, on arrive gentiment au terme de notre entretien. On a l'habitude de conclure avec une carte blanche pour nos invités. Si ils souhaitent s'exprimer sur un sujet particulier, un exemple, ce qui vous tient à cœur. Bon, peut-être je peux ajouter un mot, c'est pour les jeunes filles, les jeunes femmes, ou les femmes en général qui ont connu tant d'inégalités au cours de leur vie. Mais il y a aujourd'hui dans le monde, je pense, un risque qu'une partie de ces acquis que les générations ont obtenus, le droit de se vêtir librement, le droit de sortir, d'être en sécurité, le droit de choisir son conjoint, malheureusement, il y a un retour à des interdits, à des pressions, évidemment souvent qui viennent de religion, qui fait que ce futur ces acquis, disons, sont menacés. Il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui reconquièrent les droits dans un certain nombre de milieux que nos mères ont conquis, ou nos grands-mères ont conquis. Le droit de choisir son époux, même s'il n'est pas de la même religion, le droit d'étudier, de vivre. Évidemment, je parle en pensant à ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe dans toute une région du monde. Je trouve qu'on tolère dans le monde aujourd'hui un apartheid à l'égard des femmes, légal, parce qu'il est souvent fondé sur des règles de droit qu'on n'a pas tolérées quand il s'agissait des différences ethniques, des différences de couleur. Et j'espère qu'on arrivera aussi avec cette mobilisation des jeunes femmes, qu'on arrivera vraiment à faire de cette cause dans le monde une cause majeure, où les grands pouvoirs, parce que c'est eux qui vont faire la différence, considèrent qu'on ne peut pas considérer que dans le concert des nations, il y a des pays qui lapident, qui infligent des châtiments corporels parce qu'une femme n'a pas porté la bonne tenue, ni non plus que dans nos régions, ces façons de penser, disons, se développent. On doit avoir un combat pour elles. Ça c'est un souci que j'ai déjà exprimé il y a quelque temps et que je continue parce que je crois que vraiment là, il y a des causes qui ont besoin aussi d'avocats, qui ont besoin de soutien. Pierre-Yves Maillard, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup pour la patience et l'écoute.